Merci, chers collègues. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je donne la parole à Monsieur Joël Giraud. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur de la commission des lois, mes chers collègues, le dernier texte qu'il nous aura été donné d'examiner au cours de cette 14e législature sera donc une proposition de loi visant à remédier à la censure par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 décembre 2016, d'un article de la loi Sapin II qui était un cavalier législatif. Ce texte est ainsi représentatif du mode de législation qui aura souvent prévalu durant ces dernières années. Une proportion grandissante de textes adoptés sont désormais d'origine parlementaire, ce dont nous nous félicitons. À ce titre, et avec un petit clin d'œil a posteriori, je suis heureux, en bon député pas très godillot, d'avoir voté une réforme constitutionnelle sous la précédente législature, sous les colibris de certains aujourd'hui ravis de l'appliquer. Mais de nombreuses dispositions ne présentant pas de lien avec les projets législatifs présentés par le gouvernement sont maintenant censurées par le Conseil constitutionnel, nonobstant la même réforme constitutionnelle de 2008 qui avait élargi la base de l'entonnoir législatif, ce que nous regrettons bien évidemment. En effet, ces censures à répétition, signe d'une mauvaise législation, permettent au Conseil constitutionnel d'éviter de se prononcer sur le fond des dispositions en cause, au bénéfice d'éventuels QPC qui viendraient contester a posteriori leur conformité à la Constitution. La revalorisation du Parlement, mes chers collègues, passera par une meilleure maîtrise du processus législatif par le gouvernement et le Parlement, ce qui supposera de moins légiférer, en ne recourant plus systématiquement à la procédure accélérée et en évitant d'alourdir les textes au fur et à mesure des différentes lectures, sans oublier la nécessaire revalorisation de notre fonction de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Je formule ce vœu, bien sûr, pour la 15e législature. Les réformes aventureuses ou bancales proposées par certains, comme la suppression du bicaméralisme, ne sont que poudre aux yeux. Gardons-nous de poursuivre ces chimères. J'en reviens au texte qui nous occupe aujourd'hui. Son objet initial, rendre public les recours des partis politiques et des candidats à l'emprunt et les flux financiers existants entre les partis et entre les partis et les candidats, a été élargi. Les délais et les modalités de dévolution des comptes de campagne sont revus, les pouvoirs de sanction de la Commission nationale des comptes de campagne sont modulés et certaines formalités d'ordre comptable sont allégées. Mais les sénateurs, estimant qu'une plus grande transparence du financement de parti à parti était contraire à l'article 4 de la Constitution, ont supprimé l'article 2. À la faveur de ce raisonnement biaisé, il n'y aura donc pas de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne des flux nets entre partis politiques, ni de publication systématique des montants nets de ces flux entre partis. Cette disposition était la plus importante du texte, et comme il s'agit évidemment aujourd'hui de le voter conforme afin qu'il puisse être promulgué, tout amendement devenait superfétatoire. Nous allons donc adopter cette proposition de loi en l'état, alors qu'elle a perdu une grande part de son intérêt. C'est une déception et nous partageons les regrets exprimés par notre rapporteur. Regrets que nous imaginons d'autant plus amers que notre rapporteur faisait partie de la commission d'enquête parlementaire sur le financement des partis et des campagnes électorales sous la Ve République, présidée par Pierre Mazeaud et rapportée par Jean Le Garrec, dont le rapport estimait que la plupart des difficultés, passées et actuelles, rencontrées en matière de financement des activités politiques tiennent au fait que notre droit ne comporte pas de statut des partis politiques. Rapport adopté le 13 novembre 1991, 25 ans plus tard, nous en sommes toujours à dresser ce constat, alors que les micro-partis ayant souvent pour but de permettre un contournement des dispositions qui encadrent le financement des campagnes électorales et des partis politiques prolifèrent. La Commission nationale des comptes de campagne dénombrait en 2015 431 partis politiques, toutes formations confondues. Nous savons tous ici qu'il n'y a pas 431 partis politiques en France. Nous savons tous ici que seule l'instauration d'une étanchéité comptable entre les différentes formations politiques permettra de mettre fin aux abus maintes fois dénoncés. Mais cela suppose de définir ce qu'est un parti politique, que rien ne distingue juridiquement d'une association d'amateurs de pétanque ou toute autre activité récréative. Sans pour autant vouloir aller aussi loin que le propose notre excellent collègue Olivier Falorni dans sa courageuse proposition de loi qu'il a déposée le 30 novembre dernier, je formule cet autre vœu pour la prochaine législature, que nous puissions, éventuellement par le biais d'une nouvelle commission d'enquête, réfléchir aux éléments positifs qui serviraient à l'édification d'un réel statut des partis et des groupements politiques,
afin qu'il soit possible, d'une part, de garantir le pluralisme et de l'expression des opinions en distinguant les partis des autres associations ou groupements, et d'autre part, de veiller à la participation équitable de tous à la vie démocratique de la nation, sans altérer la liberté d'action et d'organisation des partis et des groupements politiques. S'exprimer, chers collègues, sur le dernier texte de la législature est un honneur qui confine quelquefois à la nostalgie. J'ai de ci, de là entendu certains collègues faire part de leur lassitude. Je n'en ai pas pour ma part. J'ai le seul souhait de voir cette assemblée où nous sommes nombreux à beaucoup travailler, à des centaines de kilomètres parfois de notre vie personnelle et familiale, de voir cette assemblée, disais-je, mieux respectée, notamment dans les propos trop souvent injurieux que l'on trouve sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce texte, plus que d'autres, voté avec un esprit qui fut, pendant la législature, quelquefois un peu mortifère, relevant du téléévangélisme, plus que de la vraie transparence, contribue en tout cas au redressement d'une image injustement altérée pour l'immense majorité d'entre nous. Je vous remercie et je remercie le service de la séance, les huissières, les huissiers, toutes les personnes qui concourent au bon déroulement de nos débats, soit la houlette de la présidente ou du président de séance, que je salue à mon tour. Un rôle clé en termes d'équilibre très délicat qui a toujours été parfaitement respecté. Et je remercie l'ensemble de mes collègues qui font partie du dernier carré des légionnaires en cette dernière séance d'être avec nous, peut-être les porteurs d'un message qui sera un message mieux entendu par nos concitoyens s'ils veulent bien regarder plutôt les séances de l'Assemblée nationale que leur télévision ou les réseaux sociaux. Merci. Merci, monsieur le député.